Smash or pass, my bro. There's over 1,000 for you to choose from. I'm sure if you tried, you could maybe find one that would catch your eye. If the vibe was right, keep an open mind. Let's give it a try. Pikachu, Smash! Charizard, Smash! Squirtle, Smash! Spoink. Oh my god, Smash! Okay, hold up. Do you know what Smash means? It means you want a cream all in that Pokemon's genes. So mix in a pass and then you won't seem so desperate to sleep with anything that breathes. Oh, okay, I get it. My man. Here we go. Tyranitar. Smash. Blastoise. Smash. Politoed. Smash. Cradily. Smash. Okay, it really wasn't your level of excitement that was the problem, Aaron. It's that you were saying smash to everything. Oh, okay. Sorry. I'll think harder about it next time. No problem. Here we go. Diglett. Smash. Aaron, you know what? That's all right. I don't want to come off like I'm being uptight. I was just unaware of your ravenous appetite to have sex with little creatures with names like Magnemite. Smash. Okay, let's approach this again. Just pass and everything that's not an absolute 10. Can you do that for me? Like if I said clef key? Smash. Really, the fucking keys? Yeah. They're just a bunch of keys. Smash. Gloom. Smash. Seal. Smash. Muck. Smash. Sfeel. Smash. Aaron, what's the deal? Smash. You can't smash deals. Smash. Come on, Dan. Who doesn't like deals? As far as I'm concerned, I'm just keeping it real. Okay, let's go for one last round. Your shocking need to plow never ceases to astound. So let's widen out the circle and see if we have found the one thing you won't allow to knock your junk around. A chessboard. Smash. A small gourd. Smash. A 2014 Honda Accord. Smash. A green line. Smash. A large mine. Smash. Half a bowling ball and the concept of time. Smash, smash. An inflatable raft. Smash. A Boeing aircraft. Smash. The frozen mustache of former President Taft. Smash. A potato fully loaded that was left and eroded on the road in South Dakota with a smell that exploded like a commode in which a constipated Yoda overfloated with the swampy ass chode so your nose became corroded. Smash. Wow. What about me? Pass. Aww. Hey, you can download this song right now. Links in the description below. Pre-order the full albums right now, also in the links in the description below. We got a signed vinyl and a signed CD. Both come with an exclusive keychain. Oh my god. Next video is coming out August September 20th. Then October 25th. a new video and album release. Big shout out to Shootaru for animating this beautiful music video. Bonsoir. Check out his channel and his other Bonsoir, videos too. bonsoir. Comment ça va? Normalement tout va bien. Je vérifie les paramètres son. Mais en théorie tout est bon. Yes. Et ben, allez, j'arrive alors, du coup. Ah ouais, c'est trop génial. Depuis que j'ai changé mon micro, j'ai pas mal de preuves en moi en vrai. Et bonjour! Comment ça va? L'autre machin aussi. Quelque chose. Hop. Me voici! Comment ça va? Et ça aussi, quel paradis de pouvoir avoir un putain de micro ici sur tout le côté gauche, c'était insupportable. Maintenant si ça me gratte mon café et j'ai respecté le micro, et c'est bien. Et c'est super bien. Et oui, remarquez, je suis pas... Si, je suis un peu tard, mais je suis pas si tard que ça. Voilà, il est 17h55, c'est moins tard que les autres jours, et c'est bien, voilà, bravo à moi. Et j'avais dit, je lance entre 14 et 18h, j'ai pas tort. J'ai pas tort. Ah. Alors... oui, du coup j'ai le... Attends. Le cadre il pue un peu la merde, mais très bien. Le cadre va pas changer beaucoup. Mais il faudrait qu'on voit mon magnifique faciès quand même. Sinon, c'est pas ouf. Donc voilà, me voici. Je suis là. Et en vrai, j'ai pas grand chose à raconter depuis hier. Ouais, donc on va tracer, je pense. On va tracer. Il est où, Chatty? Il est là. Et je pense donc que donc ici je rappelle, ici on parle de bébêtes bizarres en tout genre. Je dis des bébêtes, mais c'est pas forcément des animaux, ça peut être tout. Sauf des requins, parce que les requins non. Mais tout le reste c'est ok, même les insectes, même si ça me fait chier. Donc voilà,
c'est parfois des espèces éteintes, parfois c'est des espèces qui sont pas éteintes. Et ça peut être tout. Voilà, des bactéries, des champignons, des plantes, des animaux, ce que vous voulez, je m'en fous. Et en général, donc on fait ça, on découvre des espèces bizarres et peu connues. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Là, je rapproche le micro. Qu'est-ce qu'on fait exactement ? En vrai, je me fais pas trop chier. Je demande au chat s'ils ont pas des idées de bébêtes dont on pourrait parler. S'ils en ont pas, ils ont la roue. Point d'exclamation, roue, R-E-U-E en minuscule dans le chat, là, comme on est dans le titre, pour pouvoir lancer la roue aléatoire qui va lancer une catégorie d'animaux ou une catégorie de vivants, que ce soit des oiseaux, des reptiles, des mammifères, etc. Et après ça, on est parti. Je vais demander à ChatGPT, du coup, s'il n'a pas une idée d'espèce à lancer, comme ça, un truc bizarre et peu connu. Et puis après, on se penche dessus. Sauf que ça, c'est ce qu'on fait en général. Sauf que c'est le Creepy Month. Donc, changement un petit peu remix de la formule habituelle. On va parler de bébêtes peu connues, bizarres, mais qui font peur. Oui. Voilà, il faut que ce soit chelou et flippant. Et croyez-moi que le monde vivant a ce qu'il faut en stock pour faire peur. Et j'ai fait ma petite liste, comme un grand tout seul, il y a quelques jours avant de lancer le Creepy Month. Et d'ailleurs, j'ai pas continué cette liste et c'est chiant parce qu'on arrive, on avance dans cette liste et je tiendrai pas tout le mois avec, donc il va falloir que je change des trucs. Mais bref, il va falloir que je rajoute des trucs dans cette liste. Mais voilà, la plupart des trucs qui sont dans ma liste, je les ai trouvés en 20 minutes le soir quand j'y ai pensé, donc ce sera pas bien dur de trouver autre chose. Mais voilà, on avait parlé, pour vous donner des exemples, de grosses chauves-souris. De très grosses chauves-souris, parce que la chauve-souris, souvent quand on en parle, on parle de ce truc-là, qui fait cette taille-là, max, c'est tout petit. On en reparlera d'ailleurs de chauves-souris. On a parlé des plus grandes connues sur la planète, mais il y a des chauves-souris très petites qui sont aussi très intéressantes, croyez-moi. Et ben. Donc ça, c'était pour l'autre fois. Aujourd'hui, on va parler d'un autre truc. On va plutôt partir du côté des poissons. Cette fois-ci, pas de commande. Si vous voulez particulièrement parler d'un animal, pourquoi pas, tapez-le dans le chat, on verra bien. Mais d'abord, ce sera la bébête flippante qui va passer sous les projecteurs. Et vous allez vite voir ce que c'est. Mais d'abord... Clic, c'est magique. Clic, c'est magique. Je clique l'appareil photo sur moi de côté pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal. Moi je sais quoi faire. Clic, c'est magique. Bonjour, je suis Le chat de spectre, le mec qui stream. Et oui, c'était mon chat, le petit chaton. Hop là. Alors on va parler de l'Asiognathus dinema, un nom dégueulasse, hein. mais on se rend pas bien compte à quel point c'est chelou. Attendez, j'ai une note qui s'affiche sur mon téléphone. Ah, faut que je sorte les poubelles. J'y penserai plus tard. Ouais, dans 2 heures ça devrait être bon. Hop. Donc oui, on va parler de l'Asiognathus dinema, à ne pas confondre avec l'Asagnathus, qui n'est pas un animal. Là. Donc, Animalia, donc c'est un animal, incordé, donc il a une colonne vertébrale. C'est un actinoptérygien, pour ceux qui connaîtraient un peu la chaîne. Les actinoptérygiens sont, avec les téléostéens, des groupes qui rassemblent énormément de poissons, mais pas que. En fait, ça rassemble la totalité des poissons, mais pas que. Ça rassemble aussi un tas d'autres saloperies, plein d'autres formes du vivant, et c'est pas que des poissouses. Mais ce soir, c'est poissouze. Voilà. Ce soir, on bouffe du poissouze. Et celui-ci, je sais pas s'il est pas frais, mais croyez-moi qu'il a une sale gueule. C'est donc l'Asiognathus dinema. J'avais pas vu que c'était sa page en anglais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un peu plus en français? Peut-être une photo, vous allez voir un peu. D'abord, on va la faire en anglais. Vous allez comprendre pourquoi. Je laisse le suspense de la tête de ce poissouze. Elle est dégueu. Voilà, vous allez comprendre. Alors, c'est une espèce de Wolf Trap Angler, c'est un type de poissouze,
qu'on trouve dans les fonds marins, dans les abysses. Les abysses, souvent, c'est des petits poissons avec une très sale gueule, parce que leur corps n'est pas du tout soumis à la même pression que ceux qu'on trouve à la surface, genre Nemo. Et du coup, il a un peu... ils doivent s'adapter autrement. Hein. Les animaux qu'on trouve dans les fonds marins ont vraiment une tête souvent très différente de ce qu'on trouve à la surface. Si vous voulez un poisson des abysses, typiquement dans Nemo, il y a la baudroie abyssale, l'espèce de gros truc qui fait de la lumière là, et qu'en fait c'est juste une énorme bouche béante. Et ça c'est un poisson abyssal. Sauf que évidemment là ça nous paraît énorme, mais Nemo, voilà à peu près. Hein. Nemo il fait cette taille là. Donc comment vous dire que la baudroie abyssale elle a l'air gigantesque, mais en fait ça mesure quelques centimètres. Hein. Désolé de péter le mythe, mais ça les rend pas moins chelous pour autant. Et croyez-moi, on a un beau poisson là sous le pif. Et si je dis pif, c'est pas pour rien. Donc on le trouve dans les profondeurs, parce que les abysses ça va très profond, plusieurs kilomètres de profondeur. Ici on le trouve entre 1000 à 1500 mètres de profondeur, donc le truc est à 1,5 km de profondeur. C'est beaucoup. Cette espèce a un illicium. Comment vous expliquer ce que c'est ça ? Vous verrez bien le poisson de toute façon, je vais pas me casser les couilles maintenant. Et il a le cul qui est transparent. Oui, il a la nageoire du cul. C'est pas vraiment la nageoire du cul, mais on va dire que c'est une nageoire qui descend jusqu'au cul qui est transparente. Il est translucent, oui, je sais pas comment dire ça. Translucide. Voilà. Et c'est alors oui, il a aussi du coup son nom est dû. Son nom lui vient de ces... Il a des espèces de trucs qui dépassent devant l'avant du visage, et du coup, son nom fait référence à ça, il en a deux. On dirait deux fils. Attention, préparez-vous pour le reveal du poisson qui a pas tellement une sale gueule, mais c'est... Ouais, vous allez voir. Vous allez voir. Hop, et le voici. C'est pas beau, hein. Qu'est-ce que c'est que pourquoi il a un énorme pif à l'avant? Pourquoi il a une espèce de truc de merde qui pendouille par le haut avec un cul qui est transparent et une nageoire qui a l'air toute petite? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait juste une énorme tête avec un gros pif et un truc de merde qui dépasse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. J'ai découvert ça il y a moins d'une semaine et j'ai fait ça c'est obligé, il faut que j'en parle en live en fait. C'est obligé, donc je l'ai gardé. Et je ne sais rien sur ce truc. Rien du tout. Si ce n'est que... Waouh. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois que vous avez des sauts d'images. J'ai un bon réseau et pourtant on n'a pas de raison. Ouais. Ça rame à fond. J'espère que ça va passer parce que je peux rien y faire. Donc le poissouze, qu'est-ce que c'est que cette tentative qui a décidé de ça? Je ne sais pas. Qui a validé le projet? On va aller voir la page en français parce que oui, sur Animalia, c'est tout ce qu'il y a. En anglais, il n'y a rien d'autre. Voilà. Il n'y a rien sur cette page. Animalia, c'est un site dont je me sers presque toujours en fait quand on parle d'animaux pour avoir une source un peu solide et une base d'où on peut partir pour aller voir sur le site s'il manque pas des informations pour en apprendre plus. Mais globalement, je pars de ça, quoi. Là, le site est vide. Voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a même pas de dessin, il n'y a pas d'estimation de la population, il n'y a pas d'explication sur le comportement, il n'y a rien. Le site est vide. Voilà, tout ce qu'on sait, donc c'est dans quoi il est classé. Et je rappelle que le classement, ça définit ce qu'est l'animal et dans quel type de famille il se range. Et on sait aussi que c'est un animal qu'on trouve en Amérique du Nord. Voilà. Au Mexique et aux États-Unis, dans la mer du Golfe du Mexique. La mer du Golfe, je sais pas. Bref. Par là. Donc, c'est là-dedans qu'on le retrouve. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On y va. Alors, la découverte surprenante dans les abysses du Golfe du Mexique. L'Asiognathus dinema est le nom de la créature des profondeurs découverte dans le Golfe du Mexique en 2011.
Donc en plus, c'est une découverte assez récente. C'est une équipe de Nova Southern University. Oui, non, Southeastern. Bref. Étudiant la faune sous-marine du Golfe suite à la marée noire de 2010 qui a déniché ce genre d'étranges poissons. Les scientifiques ont pu étudier 3 femelles d'une taille allant de 3 à 9,5 cm. On n'est pas sur de la baleine, quoi. Hein. Rassurez-vous, il va rien vous arriver avec ce poisson-là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Vivant entre 1 à 1,5 km de profondeur, la créature est bien chelou. Dents pointues, corps difforme, il ressemble à rien, quoi, il est tout difformé de partout. Appendice qui s'élève au-dessus de sa tête repoussante. L'appendice, en générant de la lumière dans un univers d'obscurité totale, sert de leurre pour attraper les proies. C'est exactement comme dans Nemo, hein. C'est pareil que la baudroie abyssale. L'espèce de fil qui dépasse, ça, le truc au bout là, il fait de la lumière. Et la lumière, ça permet, quand dans les abysses il fait tout noir, la lumière du soleil ne traverse pas jusqu'aussi profondément dans les profondeurs des abysses. Et donc, on voit rien, mais alors rien du tout. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que quand vous regardez des photos prises avec un sous-marin, la lumière est verte. Et c'est normal, parce qu'en fait c'est un gros projo du sous-marin qui est braqué quelque part, et en fait la lumière est verte. Et voilà. Et donc, dans un endroit où il fait tout noir, les trucs qui font de la lumière, parfois, souvent même, ce sont des organismes tout petits et tout en bas de la chaîne alimentaire, comme ce qu'on appelle le phytoplancton. On a déjà fait, c'est déjà passé en live, on a déjà regardé ce que c'était il y a quelques mois. Les VOD sont toutes sur YouTube, sur ma chaîne, le lien est fait sur Twitch, de toute façon. Et non, sur Twitch. Donc voilà. Donc le phytoplancton, c'est pas un animal, mais il fait de la photosynthèse. Enfin, c'est pas une plante, mais il fait de la photosynthèse. Et c'est pas un animal non plus. Et voilà. Et pourtant, c'est à la base, c'est vraiment très chelou. Pourtant, c'est à la base vraiment à la base honnête de la chaîne alimentaire. Et je le trouve assez peu connu, moi. Et donc voilà, ce truc est vraiment mangé partout et il est tout petit. Et comme il est tout petit, il est mangé par des trucs un peu plus grands. Donc ce machin-là et pas une taille très différente, quoi. Quand je dis tout petit, je parle de... Ouais, même pas des centimètres, je pense, je suis même pas sûr. Donc voilà, c'est tout petit. Et figurez-vous que ce phytoplancton, je sais pas si c'est le cas de tous, mais celui qu'on avait vu en tout cas, il faisait de la bioluminescence, c'est-à-dire qu'il fait de la lumière avec son corps. Son corps sécrète des trucs, il produit des substances chimiques qui font que ça fait de la lumière. Alors c'est pas vraiment sûr comment dans ce qui concerne le phytoplancton, c'était quand il est brusqué, quoi. Donc quand il y a d'un coup un grand courant marin, parce qu'éventuellement il y a une bestiole qui est passée à côté, le truc est secoué dans l'eau et ça fait de la lumière. Pourquoi c'est intéressant de faire de la lumière? Parce que ça peut éclairer le prédateur qui se retrouve alors baigné dans l'ombre, sauf là où il est, où il n'y a que de la lumière autour de lui. Donc voilà, passer de bien planqué dans le noir à une énorme sirène d'alarme bien lumineuse qui fait « Regardez, il est là !» Bah ça craint. Voilà, donc ça fait que le phytoplancton peut se servir de ça pour éclairer ses prédateurs et éviter de se faire bouffer. Mais, donc voilà, on est un peu sur la même stratégie ici, c'est pas tellement pour éclairer les prédateurs, c'est surtout pour attirer des proies vers, par exemple, le phytoplancton. Et sauf que, à la place d'avoir du phytoplancton, il se retrouve face à ce truc-là. Et ça craint un peu. Donc, voilà. C'est une façon d'attirer les proies pour l'attirer dans sa bouche, en leur faisant croire que c'est de la bouffe, mais en fait, non. C'est de la bouffe. Ouais. Alors, l'appendice, donc en générant de la lumière dans un univers en totale obscurité, sert à attirer les proies. C'est une caractéristique des baudrois, c'est le machin qu'on voit dans les mots, des espèces de poissons qui appartiennent à l'ordre des lophiiformes. Et c'est le cas de ce poisson-là, hein. C'est un lophiiforme. Si ça se trouve, c'est techniquement une baudroie abyssale ou un cousin loin, enfin, peut-être lointain. Les scientifiques de la NSU ont pêché au total une 50aine d'espèces encore inconnues dans le golfe du Mexique. Chaque fois qu'on part pour faire des recherches dans les grandes profondeurs, il y a de bonnes chances que nous ramenions quelque chose d'inconnu. Et oui, parce que... Bon, là je vais le sortir de mon cul, mais c'est un fait assez connu quand même. On en sait moins
comparer assez facilement. On en sait moins sur le contenu des abysses que sur la surface de la Lune. En même temps, la surface de la Lune, c'est un gros caillou, c'est globalement partout pareil. Et voilà, tous. Alors, c'est vrai qu'on a un peu égayé le paysage depuis qu'on est passé dessus. On a laissé des sacs de caca et un drapeau. D'ailleurs, j'ai dit le drapeau, je suis même plus sûr du j'imagine que si, je sais pas. Bref, voilà, on a planté un petit drapeau et on a laissé des sacs de caca en plastique dessus. Mais bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à observer sur la Lune. Hein. C'est un caillou, voilà. Alors, bon, évidemment, les géologues doivent jouir à l'idée d'aller sur la Lune, j'en doute pas, mais n'étant pas géologue, je m'en bats les couilles. Donc voilà. Toujours est-il que la Lune, on en a un peu vite fait le tour, je pense, là où les abysses, qui sont pleines de vie, pleines de dénivelé, et voilà, il se passe plein de trucs dans les abysses qu'on ne peut pas voir, parce qu'il faut aller jusqu'en bas et tomber sur ce qu'il y a, et en plus le voir. Sauf que je rappelle que, la pression, donc il faut un sous-marin pour y aller, et le sous-marin, même s'il peut aller très très loin, il ne peut pas aller tout au fond de la flotte, parce qu'on n'a pas encore les moyens techniques et l'argent investi là-dedans pour faire ça. Et puis, il faut le voir. Donc, il faut un sous-marin vachement bien équipé, avec de la technologie qui permet de voir ce qui se passe sous l'eau, dans le noir absolu. Donc, il faut un projet qui tape. Bref, c'est compliqué. Et surtout, c'est très très cher d'aller dans les abysses. Vous imaginez bien que pour faire des recherches, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est pas étonnant qu'on ramène régulièrement des tas d'espèces qu'on connaissait pas des abysses. Voilà. Figurez-vous que rien que le calmar géant et son cousin, le calmar colossal, ont été découverts il y a vraiment pas longtemps. Le calmar géant, ça fait je sais plus combien de temps, mais ça fait quelques décennies seulement. Le calmar colossal a été découvert il y a moins de 20 ans. Voilà, un truc par là, quoi, environ, même un peu moins que 20 ans. Hein. Le calmar colossal, c'est vraiment récent comme découverte. Le calmar colossal qui est encore plus grand que le calmar géant, puisqu'il fait 1 mètre de plus. Bon, quand tu fais 13 mètres, qu'est-ce que tu t'en fous d'en faire 14, hein, on n'est plus à ça près. Mais voilà, techniquement, il a une plus grosse bite, et je pense que c'est quand même important de le rappeler. Voilà. Donc, ce que je disais, moi, avant de parler de la bite du calmar colossal, je disais... Oui, donc dans les abysses, il y a énormément de formes de vie en tout genre, des trucs même qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on ne connaît pas ces formes d'organismes. C'est-à-dire que si je vous dis animal, vous voyez, si je vous dis végétaux, vous voyez. Et maintenant, si je vous dis colonie d'organismes, là, ça vous évoque rien. Voilà, et ben, figurez-vous que ça existe. Je sais pas si je saurais retrouver des trucs comme ça, là, c'est pas là-dessus qu'on est, mais bref. Peut-être, en fait pas peut-être, c'est sûr que ça va passer sur la chaîne, il y a des colonies d'organismes qui sont très intéressantes, et en gros c'est des espèces de longs rubans dans l'eau, qui font plusieurs mètres de long, hein, plusieurs dizaines de mètres parfois, c'est énorme. Bon, c'est assez fin, c'est vraiment des fils. Et ces trucs-là sont un assemblage de colonies d'organismes. C'est des cellules collées les unes aux autres, mais c'est des organismes unicellulaires, c'est-à-dire c'est une cellule qui est toute seule qui fait sa vie, et qui trouve des potes avec plein d'autres cellules qui sont chacune toutes seules, quoi. Elles font leur vie et au bout d'un moment elles se collent entre elles et ça donne pas un organisme complet comment on se dirait un être humain c'est plein de cellules ensemble. Non, c'est pas à ce niveau là. Il faut imaginer ici que l'organisme unicellulaire c'est un humain mais avec une seule cellule, enfin un animal mais avec une seule cellule. Faudrait imaginer un truc comme ça. On parle pas d'animaux mais pour vous donner une idée, quoi. Et ben, il faudrait vous imaginer coller plusieurs chats ensemble. Voilà. Là, vous êtes sur un genre de colonie. Donc, bon, évidemment, à l'échelle d'un chat, c'est complètement con, mais c'est ce qui se passe avec les colonies d'organismes qui sont des individus, différents individus, fixés les uns aux autres, dans une espèce de longue chaîne, et en évoluant en symbiose, ils finissent par devenir chacun des espèces de morceaux spécialisés de la colonie. Donc il y en a un qui sert uniquement à la reproduction, un autre qui sert uniquement à la digestion de la nourriture, etc. C'est super intéressant, mais c'est aussi très bizarre. Donc voilà, les collectifs d'organismes, c'est super cool, il faudra vraiment que ça passe sur la chaîne, mais aujourd'hui, on n'est pas là-dessus, on est sur le poissouze à un long pif. Gna gna gna. Et oui, donc c'est pas étonnant, comme je disais, de trouver des bébêtes qu'on connaît pas dans les abysses. On connaît vraiment pas grand chose sur ce qui se passe dans les abysses. Et les rares fois où on arrive à y aller, forcément on découvre des tas de nouveaux trucs. Alors, nouveau site. Plein de pubs, youpi.
Bon, il est en anglais, je vais vous traduire, hein, mais voilà. On s'en fout. The anglerfish. Ça, c'est le type de poisson que c'est en anglais. Ce sont des poissons bien chelous et assez... c'est pas vraiment timide, mais disons qu'ils sont bien planqués. En même temps, 3 à 9 cm dans l'eau à 1,5 km de profondeur dans le noir total. Bon, vous doutez bien que c'est pas facile de tomber dessus. Plus de 200 espèces d'anglerfish, donc de son genre à lui, ont été répertoriées et ont été classées comme... elles sont un peu partout dans le monde. À partir de 500 mètres de profondeur. Il y a Léo qui se gratte et ça fait bouger mon PC. Oui, donc voilà, à partir de cette profondeur-là, il n'y a pas de lumière. D'ailleurs, il n'y a pas de plantes. Voilà, à partir de là, il y a globalement plus de plantes, sauf quelques-unes, ou alors éventuellement des algues. Mais, dans un live très long et très compliqué où j'ai pas tout compris de ce que j'ai lu, il y a plusieurs mois, j'ai plus ou moins compris qu'en termes de classification, donc je rappelle, hein, il existe ce qu'on appelle l'arbre du vivant, la phylogénie, qui permet de mettre un peu, de classer le vivant, en disant, bon bah ça descend de ça, donc ça fait partie de cette catégorie-là. Nous sommes des primates, parce que nous descendons d'ancêtres qui sont des primates, et nous avons comme cousins directs, enfin non pas directs, mais très proches, les chimpanzés, plus exactement le bonobo, qui sont eux-mêmes des primates, parce que nous avons un ancêtre lointain en commun. Voilà. Eh ben, c'est pourquoi je parlais de l'arbre du vivant, parce que... je sais plus. Bref. Donc voilà, il y a des tas d'espèces qui... Voilà, et donc l'évolution, et je sais plus pourquoi je parlais d'évolution. Tant pis. Oui, ça arrive souvent, vous inquiétez pas. Le problème, c'est que je pense très vite, et que j'ai parfois beaucoup de trucs à dire, et j'ai pas le temps de tout dire, hein. Donc voilà. Et en fait, il faudrait que je prenne constamment des notes de toutes mes pensées en permanence, sauf que ce serait faire deux choses en même temps, et parfois j'y arrive, et parfois j'y arrive pas. Et parler et noter, c'est un bordel monstre. Donc voilà, attendez-vous à souvent ne pas avoir la fin de mes phrases. C'est très chiant, autant pour vous que pour moi, mais... ça me reviendra peut-être. Donc je parlais de l'évolution. J'essaie quand même de me rappeler, hein, mais... Je disais que tout évoluait, que tout descend de tout. Et pourquoi j'ai parlé du système d'évolution ? La lumière... Ah oui, les plantes! Putain, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, dans le système de classement du vivant, tout descend de tout. Et on descend tous d'un ancêtre commun, Last Universal Common Ancestor, qu'on appelle LUCA en anglais, parce que c'est la première lettre de chaque des termes que je viens de citer. Et donc, bon, évidemment, c'est un concept théorique, hein, pas l'évolution, mais LUCA est un concept théorique, parce qu'il se base sur l'idée qu'il y a un seul organisme qui a donné les autres. Oui, mais du coup, qui c'est le premier organisme et comment est-ce qu'il est apparu? D'où est-ce qu'il vient? La vie sur Terre, importée ou produite sur Terre, on sait pas. Bref, il y a beaucoup de notions qu'on ne peut pas prouver pour l'instant, mais en tout cas, le concept de LUCA est quand même fort ancré dans la science. Pourquoi je parle de la phylogénie? Parce que les plantes. Donc je vous parlais des algues. Je disais qu'il n'y avait pas de lumière à un certain... Enfin, que la lumière ne traversait plus jusqu'à un certain point de profondeur dans l'eau. Donc forcément, pas de plantes, parce que les plantes font de la photosynthèse. Déjà, c'est pas le cas de toutes. Et genre la Rafflesia, qui est une plante parasite, ne fait pas de photosynthèse. En même temps, elle parasite d'autres plantes. Du coup, elle n'a pas besoin. Mais bref. Et en plus de ça, il existe donc les algues, des tas de plantes qu'on trouve sous l'eau. Des plantes, mais pas trop. Parce que moi, j'avais trouvé... il faudra aller voir dans le live pour avoir les sources. Le live où j'en ai parlé, je saurais plus vous dire lequel c'est. Ça fait déjà un moment. Ça fait une grosse dizaine, peut-être une quinzaine de lives, même plus. Donc, il faudra aller voir. Dans cette vidéo-là, j'avais découvert un peu le lien de parenté avec les algues et qu'est-ce que c'est concrètement. Et il semblerait que ce ne soit pas réellement considéré comme des plantes. Voilà, sachez-le, les algues ne sont pas tout à fait considérées comme des plantes. Après, comme c'était très compliqué et qu'il y a énormément d'informations à prendre en compte, etc., la phylogénie, bon, c'est le bordel. En gros, elles n'avaient pas tout à fait les caractéristiques des plantes et surtout, c'est plus des cousines des plantes qu'autre chose. Voilà. Si vous voulez, nous, on est des primates, les chimpanzés sont aussi des primates, mais on est les seuls actuels à être des humains. On est la seule espèce restante d'êtres humains.
Les chimpanzés ne sont pas des humains. Voilà. C'est un peu la même idée. Voilà. Il y a les plantes, il y a les algues, et tout ça est englobé dans un genre de super groupe qui fait que ce sont des cousins, mais techniquement les algues ne sont pas des plantes, il me semble. On va retourner voir dans la vidéo. Donc voilà, ça c'est le fun fact qui prend 50 ans à raconter, mais écoutez, c'est une chanson comme ça. Donc la lumière, comme il n'y en a pas dans les profondeurs, parfois c'est intéressant de la recréer. Comme j'ai dit, pour pouvoir attirer des proies ou pour pouvoir éclairer ses prédateurs et faire en sorte qu'ils ne viennent pas vous faire chier. The only lie is that from creatures that produce their bioluminescence, which means they generate their own light source. Bon, voilà. Ils font de la lumière eux-mêmes du coup. Et avec leur propre petit corps, il se passe des trucs dans leur corps qui fait qu'ils peuvent créer de la lumière. Et c'est comme ça qu'ils font leur propre source de lumière dans l'eau, qui peut être utile pour plein de raisons. Et donc oui, alors on y vient, la pression, plus on va sous l'eau profondément, plus il y a de pression. Ça veut dire quoi? Imaginez, Link the Sun l'avait très bien expliqué dans je sais plus quelle vidéo, globalement toute sa chaîne est très bien, allez voir. Il avait expliqué que au bout d'une certaine profondeur, c'est comme avoir un certain nombre de tours Eiffel sur le dos. Et je trouve que la comparaison est bonne. Enfin, c'est pas que c'est une comparaison, en fait c'est factuel. Il a pris la gravité, il a fait des calculs, bien mieux que je ne saurais le faire parce que moi je sais compter jusqu'à 2 et après je m'arrête, ça me fait mal à la tête. Il a fait des calculs avec des formules et tout, et il a vraiment calculé qu'au bout d'un certain temps, tu avais l'équivalent du poids de plusieurs tours Eiffel sur le dos. Alors c'est pas vraiment sur le dos parce que ça vous comprime de partout, d'en haut, d'en bas, des côtés, partout, mais bon, imaginez que plus vous descendez, et plus vous avez de poids qui compresse tout votre corps. Voilà. Imaginez que vos vêtements se resserrent tellement fort autour de vous, que votre combinaison de plongée se resserre tellement fort autour de vous, qu'au bout d'un moment, ça vous comprime les organes internes et que vous ne pouvez plus respirer. On en est à ce point-là. Bon, évidemment, plus on va profond, plus il y a de pression. C'est l'idée. Eh ben, les poissons, plus ils sont profonds, plus ils doivent s'adapter à ce phénomène de pression. C'est aussi pour ça que quand on fait de la plongée, on ne va pas super profond en un seul coup, hein, on se prépare. Il y a des tas d'exercices à faire et des tas de passages. Il y a des tas de moments où on s'arrête de descendre. En fait. On ne décide pas juste de descendre comme ça, puis on va tout en bas et on touche le fond. Hein, on n'est pas à la piscine municipale. Ici, il faut faire des étapes pour laisser à votre corps le temps de s'adapter à la pression. Parce que le corps est une superbe machine pour s'adapter, mais il faut lui laisser un petit peu de temps quand même. Et ça aussi, Argonaute Plongée l'a expliqué, il y a plein de gens qui en parlent, mais Argonaute Plongée l'a assez bien expliqué dans je sais plus quelle vidéo, mais c'est une vidéo que j'ai regardée il y a des mois, donc... Mais sa chaîne est cool aussi. Alors... Oui, bah donc la pression, donc il y a des poissons qui doivent s'adapter à ce phénomène de pression pour pas être broyés. Sauf que, comme je viens de le dire, si ça marche dans un sens, ça marche aussi dans l'autre. Prenez un poisson qui a l'air tout à fait normal dans les abysses, mais qui s'est adapté, qui a une constitution qui fait qu'il supporte le poids de la pression, pas le poids, mais juste la pression, et sortez-le de l'eau à la vitesse, je sais pas quelle vitesse, mais d'un coup, sans respecter aucune étape, ici, même problème. Voilà. Avant, on avait un truc avec un corps qui s'était adapté, qui avait une forme normale, et enlevez-lui toute forme de pression. Et tout ce qui faisait la forme de son corps fout le camp. Et ça donne le blobfish. Le blobfish, c'est l'espèce de grosse merde rose, là, je sais pas comment définir ce truc. On a beaucoup de photos de ce truc-là, qui est donc le blobfish, qui est on dirait que c'est un espèce de... Je vais vous montrer. Un truc tout rose, tout dégueulasse, qui dégouline de partout, c'est très moche. Et en fait, c'est parce qu'il s'est fait écraser, enfin pas écraser, c'est l'inverse en fait. Son corps a implosé. Littéralement, c'est ça. Son corps a vers l'extérieur, quoi. En fait, c'est un peu comme le poisson globe, hein, celui qui se gonfle avec les épines et tout. Sauf que là, c'est pas volontaire. Voilà, c'est tout son corps qui se... Comme dit Bloodborne en fait, avec le maïs. C'est la même idée. Et donc forcément, vous imaginez bien que c'est pas ouf. Blobfish. Voilà, le truc tout rose, en fait, il est pas tout rose dans l'océan. Et forcément, il est connu, le blobfish, un peu pour avoir cette gueule un peu spéciale. Mais en fait, c'est pas du tout la gueule normale d'un blobfish. Le blobfish, le vrai, il est plutôt joli, voilà. Ça, c'est des blobfish. Et comment dire que c'est vraiment très très moche. Sauf que ça,
Bon, ça, c'est pas un vrai, je pense, c'est de l'IA. Mais voilà, ça, c'est très connu et très reposé partout. Ça, c'est un blobfish qui s'est fait imploser la gueule. Parce qu'on l'a remonté comme ça d'un coup depuis sous la flotte. Et maintenant, ça, c'est un blobfish dans son environnement naturel. Ah non, d'ailleurs, je sais pas dans quoi il est, mais bref. C'est un blobfish avec une tête normale. Voilà. Ça aussi, c'est un blobfish. C'est le même, hein. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous le pêchez et le moment où vous le sortez, il se passe ça. Voilà. On n'est pas sur le même machin. Mais c'est le même. Mais il n'a pas du tout la même gueule, hein, bien sûr. C'est normal, son corps a littéralement implosé parce que vous avez enlevé toute la pression sur son corps. Voilà. Et moi, je le trouve plutôt joli, le poisson, le blobfish, en vrai. Mais évidemment, quand vous enlevez toute la pression sur son corps, bah, il a une tête de blob à la fin, quoi, avec un gros pif dégueulasse et tout. Évidemment, il est littéralement déformé par l'absence de pression. Donc voilà, pas cool pour le blobfish. Donc la pression, c'est important. Voilà. La pression est donc immense tout au fond des profondeurs, et ça dépasse la tonne par centimètre carré. Voilà. Au bout d'un certain temps, vous prenez environ 1 tonne par centimètre carré sur chacun des centimètres carrés de votre corps. Ça fait beaucoup. Donc voilà. Pour vous donner un peu une idée plus claire possible avec les moyens que j'ai, à quel point la pression est un élément important à prendre en compte. Donc, le poisson lasagne, là, on va dire, c'est pas ça, mais bref, a développé un moyen assez spécial d'attirer ses proies. Il fait de la lumière pour les baits, comment on dit ça, il les prank, quoi, il les attire, quoi. Il leur fait croire qu'il y a une source de bouffe éventuellement, mais en fait c'est la bouffe. Évidemment, le truc se situe juste devant leur tête et surtout devant leur bouche. Ouverte, bien sûr. Cette espèce a été découverte entre 1 à 1,5 km de profondeur. Le fait de trouver cette espèce a permis de renforcer la notion comme quoi... Oui, bah c'est ça. On n'a vraiment aucune connaissance, proportionnellement, sur tout ce qu'il y a dans l'océan. Voilà. Selon le docteur Tracy Sutton de l'université Nova Nova Northeastern University Oceanographic Center. D'après Dr Sutton et ses collègues, et son collègue, le Dr Theodore Ketch de l'université de Washington, non, pas d'après, eux ils ont proposé un nom pour ce poisson qui est l'Asiognathus dinema, pour cette nouvelle espèce qui a été découverte. Le nom de dinema est dérivé du grec di, donc 2, et nema, qui fait une allusion à son elongate like elongation, interiorly from the basis of this hook of the species. Je sais pas trop vous traduire ça, les escal hooks. Mais en gros, il a des espèces de trucs qui dépassent certainement... Ah, bah non, ça va pas être ça. Ah, ou alors c'est les deux trucs qu'on voit juste au-dessus de ses yeux. Oui, les espèces de picots qui sortent. Ça peut être dû à ça. Sinon, sinon ça définit l'espèce d'appendice qui sort pour attirer les proies. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement de quoi il est question. Hook, ça veut dire crochet. Escale, je sais pas. Sauf que je vois des crochets nulle part, à part justement sur... Mais c'est pas défini comme un crochet, mais donc l'appendice qui fait de la lumière. Bref. Gna. As a researcher, the one thing I know is that there's so much more we can learn about our oceans. We can go out on a deep sea research excursion. There's a good chance we'll see something we've never seen before. Alors, à chaque fois qu'on descend dans les profondeurs, il y a beaucoup de chances qu'on découvre des trucs qu'on n'a jamais rencontrés parce qu'on n'a vraiment aucune connaissance sur ce qui se passe dans les abysses.
et c'est ça pour le graphique en anglais. Heureusement, on va pouvoir arrêter ça. Non, il est en train, mais c'est celui-là, c'est l'ancien graphique. Les spécimens qui ont été trouvés, qui sont peut-être des femelles, comme on l'a déjà dit, vont résider dans la collection d'ichtyologie, je crois que c'est des poissons, pas que d'ailleurs, de l'université de Washington, qui ont la plus grande collection d'anglerfish, donc les machins qui sont là, des poissons habitués, de la planète. C'est pas mal. Et tout de suite, celui-là. Ça donc c'est la grosse photo que je vous montre depuis le début, c'est l'un des 3 spécimens préservés dans le musée de l'université de Washington qui ont c'est l'un des 3 qui ont été pêchés. Meet the deep sea devil fishes new snaggletooth cousin. Pour rencontrer le poisson. Allez voilà. Il a des lèvres bien bizarres et un genre de sourire édenté qui est très bizarre. Il y a beaucoup de poissous chelous. En gros, dans ce paragraphe-là, ils expliquent que juste malgré que dans les abysses, on a souvent l'habitude de trouver des poissons qui sont dégueulasses, ils remportent un peu quand même la palme. La palme d'or. La palme. Si, c'est drôle. Ouais. 2020, on a déjà lu. Là aussi, c'était donc la fameuse marée noire. Je connais pas le face stock, mais j'imagine que c'est en rapport avec un cargo qui se serait écrasé la gueule et qui contenait beaucoup de pétrole. Et du coup, qui aurait répandu son pétrole dans le. Oula. At the time of the spill, we didn't have a lot of data what lived deep in the gulf. National Geographic et atmosphérique, administration atmosphérique, je sais pas, bref, des organismes comme National Geographic ont demandé à des scientifiques d'aller vérifier, d'aller faire des recherches sur ce qui se passait là-bas, dans l'eau, peut-être pour essayer de conserver les espèces qui s'y trouvent, après qu'elles aient pris une énorme flaque de goudron de plusieurs kilomètres de diamètre dans le puits. Alors Sutton, donc la docteure de tout à l'heure, ou le docteur, je sais pas, et ses collègues ont passé une année entière entre 2010 et 2011 à draguer, à chercher toute forme de vie qu'il y avait sous la flotte jusqu'à 1 km de profondeur. Et ils ont trouvé 50 nouvelles espèces dans le golfe du Mexique, la mer du golfe du Mexique, qui n'avaient jamais été découvertes avant, et donc le nouveau Snaggletooth Anglerfish, donc le poisson qu'on regarde depuis le début. J'ai bien vu qu'il avait une gueule tellement spéciale que c'était pas un poisson qu'on connaissait, d'après Sutton. Il l'a pas formulé comme ça, mais vas-y, on va dire c'est pareil. On dirait pas un vrai poisson, on dirait un cauchemar ou un truc comme ça. Remarquez, pour les poissons des abysses, c'est souvent une bonne description. Ben voilà, ça c'est une beau droit, je crois. Spikes and the top of the snake. Un museau. Donc les trucs sur le haut de son museau, les épines sur le haut de son pif, sont des dents. Les trucs qui dépassent là du haut du pif, c'est des dents. Ouh. On me laisse circonspect. Les délégations avec donc des trucs qui peuvent mesurer jusqu'à 12,7 cm de long. Ah bah il parle pas de ses dents, hein, il ne fera pas 12 cm. Je rappelle que le machin là dans son entièreté fait 9 cm de diamètre, de longueur. Donc
Alors ils peuvent parler que du flagelle qui est là, parce que enfin du flagelle de l'extension, le truc blanc, parce que ça fait quand même plus sentir que le truc sur l'autre sans plus. J'arrive pas à comprendre de quoi il parle, c'est merde. Les spikes, donc les pics sur le dessus machin sont en fait dedans. This fish's upper jaw, donc la mâchoire supérieure du poisson, flares out, up and out, curling its lips and projecting its teeth in the wire. Pour moi, c'est ça. En gros, c'est les espèces de trucs qu'il a devant le pif, là, espèce de moustache de merde. C'est des dents. Sa mâchoire supérieure. Flair. Oui, excusez-moi, mon anglais est pas parfait. Hein, ouais, c'est vrai. Les flammes s'allument. D'accord, super. Flair, un flame. Vous êtes détresse. Il est aux fraises, Dipel aujourd'hui ou The fish's upper jaw flares when coming up and out, turning its lips and projecting its teeth into the water. Bon, c'est pas compris. Il y a des tendons dans sa bouche qui bougent d'un côté. Putain, j'arrive pas à comprendre. Et vous savez quoi, j'en ai plein le cul. Hop là. Eh, Dipel, qu'est-ce que t'en dis? C'est contexte et tout là, ça va aller, non? Tac. Voilà. Donc, je disais, la mâchoire supérieure de ce poisson s'évase vers le haut et vers l'extérieur, recourbant ses lèvres et projetant ses dents dans l'eau. Des tendons vont, donc les tendons c'est une partie des muscles, vont d'un côté à l'autre de la bouche du poisson, ce qui signifie que sa bouche se referme probablement sur sa proie comme une sorte de piège à mouche de Vénus à l'envers. Youh. Oui, qu'est-ce que c'est un piège à mouche de Vénus? C'est mal traduit, c'est une plante. C'est une plante carnivore. Alors elle s'appelle Vénus, mais il y a il y a un autre nom qui va avec et je me rappelle plus. Fly trap, c'est ça. C'est une plante carnivore qui fait cette taille-là, hein, max, qui est un genre de piège à ours qui se referme sur les mouches quand les mouches se posent dessus et frôlent un certain nombre de fois les espèces de poils qui sortent de la plante. Et à partir de là, ça se passe très vite, ce qui est très impressionnant pour une plante parce que bah, ça bouge pas beaucoup, ça bouge tout le temps, mais ça bouge assez peu. Ça bouge à leur échelle, ça bouge. Mais bon. Et donc, clap d'un coup, et après la mouche, elle est bloquée et elle se décompose dans la plante. Il va ensuite se nourrir de ça en absorbant les nutriments par les cellules de ses feuilles, on va dire, des feuilles de son clapier. Et donc ici, en gros, tout ça pour dire que sa mâchoire se referme d'un coup, quoi. C'est vraiment, c'est comme, c'est le même système, quoi. C'est comme un piège à ours, en fait, mais vers le bas. Voilà. C'est assez spécial comme façon de et en gros, c'est ça que ça veut dire, quoi. Juste, il a une mâchoire qui se referme vraiment très très vite parce qu'il peut se servir de ses tendons pour la refermer très vite. Vraiment d'un coup. Et du coup, c'est vraiment à la seconde où le poisson est assez près, ça se referme tout de suite et il est foutu. One seen this thing alive. On n'a jamais vu ce poisson vivant. Oui, parce qu'évidemment, vous remontez un poisson des abysses, il n'est plus très vivant. Hein. Donc, on n'a aucune idée. Enfin, on n'a jamais vraiment vu ce poisson en train de chasser, quoi. Donc, on ne sait même pas réellement ce que ça donnerait de voir ce poisson refermer sa bouche super vite. Simplement, on constate qu'il est capable de le faire parce qu'il a les tendons qui sont placés aux endroits pour. C'est pareil pour
Ah oui, donc l'appendice là qui traîne pour faire de la lumière. Les anglerfish sont connus pour cette capacité justement à faire de la lumière avec un appendice qui traîne devant leur bouche pour attirer les poissons. Ils utilisent ce truc pour attirer les poissons et ensuite les manger. Sauf que son appendice à lui est super long et en plus il est fragile. Donc si quelque chose se prenait dedans, on voyait bien juste au-dessus du premier pli là, du deuxième pli, par là, que le truc est très fin. En fait. Et donc à tout moment, s'il y a quelque chose qui se prend dedans, il y a moyen que ça le casse. À partir de là, il perd son appendice. Alors c'est pas impossible qu'il puisse le régénérer, mais c'est quand même c'est pas très pratique. Donc toujours d'après le docteur depuis le début là, qui a bossé sur les poissons abyssaux. D'après lui, le Lasiognathus n'est vraiment pas commun. Il n'était pas du tout connu depuis jusque-là. Donc, non seulement on est tombé sur un poisson spécial, mais en plus sur un poisson rare. C'est pas juste que l'océan c'est très grand et qu'on n'avait jamais eu la chance de tomber nez à nez avec en fait. C'est que vraiment il est rare en plus. Donc le lion. Voilà. Et je crois que ça conclut tout ce que j'avais trouvé dessus. Hein. C'était un petit peu... Voilà, c'était un petit peu compliqué de tout vous expliquer, vous traduire et tout là, parce que moi en anglais il est correct. Là on dirait pas, mais je vous assure qu'il est correct. Et voilà. Mais voilà, du coup ça fait que c'était un petit peu chaotique à vous traduire et vous expliquer tout ce truc là. Mais voilà. Je trouve que c'est assez intéressant, je trouve. Donc voilà, faut retenir qu'en gros, il a des espèces de dents. En fait, c'est les espèces de trucs sur le pif, c'était pas ses dents. Il a des dents qui peuvent se déplacer un peu. Donc il garde la mâchoire un peu entrouverte. Et à un moment où un poisson vient et s'approche de la source de lumière qu'il a devant le pif, en croyant qu'il peut le grailler éventuellement, le truc s'avance et utilise ses tendons pour refermer l'énorme piège qui est juste sa bouche en fait, d'un coup sur le poisson sans qu'il ait vraiment le temps de piger quoi que ce soit. Et et en plus de ça, ce truc a quand même une gueule assez spéciale, hein, faut être honnête. Il a un flagelle super long et assez fragile, ce qui n'est pas du tout dans son intérêt, du coup, donc c'est bizarre, ça vaut la peine d'étudier pourquoi il aurait ça. Et il a... ce truc est juste une grosse tête en fait, c'est ça qui est dingue. Et il a le cul translucide, vous voyez, on voit au travers du cul derrière. Il est un peu transparent. Et il a des espèces de... Je sais pas comment définir ça, mais des espèces de vibrisses, c'est pas des vibrisses, c'est un poil, mais bref. Des espèces de trucs sensitifs qui dépassent de son nez. Souvent, ce genre de structure, c'est pour pouvoir sentir les perturbations dans l'eau. Et donc, savoir s'il y a un poisson qui arrive pas loin. Et en même temps, il vaut mieux, parce que dans l'océan, dans les abysses, on ne voit rien. Et donc, ce serait pas étonnant que lui, ce serait son moyen de percevoir un changement dans le courant. Donc, qu'un poisson est pas loin, parce que le fait d'avoir un gigantesque piège à ours qui lui sert de mâchoire, c'est bien. Mais s'il le referme jamais parce qu'il sait pas où sont ses proies, ça sert à rien. Donc il faut sentir d'où elles viennent, et je pense, c'est ma théorie, mais franchement ça me paraît pas déconnant parce que c'est un truc assez classique. Je pense que les trucs qui ressortent sont des poils, enfin pas des poils, mais des espèces de tiges sensitives qui lui permettent de sentir les changements dans le courant et donc de savoir s'il y a une proie pas loin. Et comme le but c'est de faire pendouiller le truc avec de la lumière juste devant son pif, bah du coup ça fait que le poisson, s'il y a un changement dans le courant, c'est parce qu'il y a un poisson qui a été attiré par la lumière, et donc dans le doute il claque la mâchoire et en espérant récupérer le poisson. Et voilà.
Et donc, c'est effectivement très spécial comme façon, on est d'accord. Il a vraiment pas une belle tronche. Il est vraiment pas beau. Donc voilà, voilà. Il était bien chelou celui-là. Il est déjà 18h46. Je vais vous laisser là. Mais je vais faire des petites recherches pour revenir avec d'autres espèces. J'ai pas fini ma liste, hein, rassurez-vous. Il en reste encore plein. Plein. J'en ai pas 12 millions, hein. Mais voilà, j'ai encore quelques espèces un peu bizarres. Il y a du poisson dedans, il y a de la tortue aussi, il y a des chauves-souris. Une chauve-souris surtout. Il y a des... Alors, je sais pas si c'est un poulpe ou une pieuvre, mais il y en a un. Et même une fourmi. Et il y a un ver aussi. Vous verrez bien, il y a de quoi, et j'ai pas tout cité. Hein. Il y a quelques petits trucs un peu bizarres encore. Ouais. Si je revois ma liste, ouais, en fait, il y a aussi une araignée dans ta bref. Il y a quelques petits trucs sympathiques, vous verrez bien. J'essaye, parce que c'est le Creepy Mount, je dis pas Spooky Month parce que Spooky apparemment ça a une connotation raciste. Donc disons-le pas, c'est mot. Du coup, j'essaye de streamer tous les jours. Ça risque de tomber un peu plus tard que d'habitude où j'essaie de streamer entre 14 et 18h. Ça risque de tomber genre le début de live vers 18h comme aujourd'hui. Mais à tout moment ça peut arriver plus tôt. Sachez-le. Voilà. En général j'essaie d'éviter les articles en anglais pour que ce soit pas chaotique comme ça l'a été aujourd'hui. Donc voilà. Rassurez-vous, il y aura pas de l'anglais tout le temps. Il y a assez peu d'anglais sur cette chaîne. Donc voilà. Et ben voilà, moi sur ce je vais vous laisser là, je vais y aller, et j'essaie de revenir demain. Voilà. Sinon attendez-moi le lendemain parce que, non, au moins tous les 2 jours quoi, mais j'essaie de streamer tous les jours. Et voilà, et je vais essayer de garder la cadence de streamer plus souvent pendant, après le mois d'octobre. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Et moi, j'y vais. Salut! This is the worst team I have ever played within my life. When we finally get on the point, everyone dies. I understand that every now and then a team won't click. When it comes to you, I don't think I can sympathize. You should have picked mercy. You should have picked any kind of support. We ended up losing, and it's all your fault. You should learn how this game works. You should have picked mercy. You should have picked any kind of support. We ended up losing, and it's all your fault. You should learn how this game works. Everybody's bickering, settling scores. There isn't much left in the medicine drawers. I've picked mine, what the heck is up with yours? You've left the rest of us bereft of support. Let me question you all on where mercy is. Existing without her is merciless. So what on earth is this? You picked purposeless. We've delegated every nation, but twist. The team needs a certain insertion. It's hurting, bring the surgeon, it's urgent. She's a wing-man, wing person. Eloquent in English and in German. Turning the table, the medical DJ. That resurrect was incredible.